à Jean-Michel Blanquer et à Laura Flessel et à l'ensemble de leurs équipes pour cette séance de la commission d'évaluation et de contrôle qui porte sur l'enseignement scolaire, les deux missions, enseignement scolaire et sport, jeunesse et vie associative. Alors je ne vais pas vous redire de quoi il s'agit, je pense que vous l'avez compris. Vous êtes des esprits vifs, donc je passe immédiatement au fond à la réalité des choses, c'est-à-dire à l'examen de la mission sport, jeunesse et vie associative. Alors je donnerai la parole à la fois à la rapporteure spéciale, puis au rapporteur pour avis s'ils sont là. Monsieur le ministre, ou Madame la ministre plutôt, je pense. Vous aurez une dizaine de minutes également pour répondre, 10 à 15 minutes selon le même temps que les rapporteurs, le même temps cumulé que les rapporteurs. Vous pouvez faire moins également, bien sûr. On pourrait se fixer l'idée de terminer vers 20 h. Si vous en êtes d'accord, ça doit être possible, me semble-t-il. Il y a toute une série de questions, donc je pense que les députés vont venir poser leurs questions, en tout cas, ils sont inscrits. Madame Goulet, vous avez la parole pour le rapport spécial. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le rapport que Sarah El Haïry et moi-même présentons concerne la mission sport, jeunesse et vie associative. En 2017, 782 millions d'euros en autorisation d'engagement et 783,6 millions d'euros en crédit de paiement ont été consommés, dépassant de près de 50 millions l'autorisation initiale, sachant que cette consommation pour le programme sport a diminué, alors que celle du programme jeunesse et vie associative a augmenté. Concernant l'exécution du programme 219 sport, 243,5 millions en crédit de paiement ont été consommés en 2017, ce qui est inférieur de 9% à l'autorisation initiale. La baisse des crédits consommés concerne principalement les actions promotion du sport pour le plus grand nombre avec moins 30% et prévention par le sport et la promotion des sportifs avec moins 13%. On note également une erreur de budgétisation sur le financement de la compensation à l'Agence centrale de recouvrement des organismes de sécurité sociale, des exonérations de charges accordées au titre des rémunérations des arbitres et des juges sportifs. Cette prévision a été surévaluée de 25 millions d'euros. Il faudra fiabiliser cette ligne budgétaire dans l'avenir. Il est à noter que le programme est abondé par le programme 333 et 124, portant à 583,6 millions d'euros la dépense complète, avec principalement des dépenses de chapitre 2. D'ailleurs, je recommande à nouveau la bascule de la rémunération des cadres techniques sportifs sous le programme 219 pour un pilotage plus efficient. Par ailleurs, je rejoins l'avis de la Cour des comptes sur un certain nombre de ces inquiétudes. Je trouve intolérable que 3 dépenses fiscales soient indiquées comme non chiffrables. Il faut les chiffrer, les évaluer et, le cas échéant, les supprimer si on ne les gère pas. L'absence de transparence également quant aux actions envisagées afin de stabiliser les relations entre le consortium du Stade de France et la Fédération française de rugby, qui coûterait 23 millions d'euros par an au budget de l'État en cas d'absence de club résident. S'agissant du mode de pilotage du contrat de partenariat public-privé relatif à l'aménagement de la zone nord de l'INSEP, le nombre important d'avenants toujours à la charge de l'État fausse les prévisions budgétaires et rend difficilement prévisible le coût final de l'opération. De plus, une étude sur les prestations prévues depuis 2015 n'a toujours pas été réalisée. Concernant ce dernier point, je préconise une retenue financière ou un avenant négatif tant que cette étude n'est pas réalisée. Pour le reste, Madame la Ministre, pouvez-vous vous engager à stabiliser la relation contractuelle et limiter une accumulation d'avenants ayant pour conséquence une hausse des dépenses publiques? J'en viens dans le cadre de ce printemps de l'évaluation à la nouvelle répartition des rôles entre le CNDS et l'État. En 2017, le CNDS affiche un solde excédentaire de 39,4 millions d'euros, dû notamment aux 27 millions d'euros votés en PLFR 2017. Mais en 2018, cet établissement public d'État connaît d'une part un recentrage de son rôle au niveau des territoires en soutien aux associations à l'emploi sportif et d'autre part une division par 2 de ses recettes fiscales affectées. Cet abandon de certaines missions du CNDS entraîne une rebudgétisation de crédits à hauteur de 72,8 millions d'euros vers le programme 219. Ils financeront les conventions d'objectifs avec les fédérations, la dotation au mouvement olympique et paralympique et les subventions aux grands événements sportifs internationaux. De plus, la division par 2 des recettes du CNDS n'est pas accompagnée par la diminution de ses obligations dans les mêmes proportions. D'autant qu'il doit encore clôturer un certain nombre de dossiers ne relevant plus de ses missions suite à la nouvelle définition entre l'État et le CNDS, mais qui sont engagés depuis plusieurs années. Le montant estimé pour l'année 2018 est de 115,4 millions d'euros de reste à charge. Dès lors, le CNDS s'est fixé donc de nouvelles priorités en 2018 afin de concentrer son action
puisque les crédits de la part territoriale seront réduits de 99 à 54 millions d'euros. Et donc, ces actions seront en priorité sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones de revitalisation rurale et sur la compensation de la baisse des emplois aidés ou encore sur la lutte contre les discriminations et le harcèlement. Madame la ministre, je trouve étonnant le choix de réduction du soutien au sport pour tous, dont les budgets ministériels et du CNDS confondus sont inférieurs de l'ordre de 20% par rapport au financement du sport de haut niveau. Dans le cadre de l'objectif annoncé d'augmenter de 3 millions le nombre de participants, pouvez-vous clarifier la politique de soutien de l'État au sport pour tous? Et je passe la parole à ma collègue Sarah. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'exercice 2017 marque une nette surexécution du programme 163, Jeunesse et vie associative. 540 millions de crédits de paiement ont été consommés, soit 12% de plus que l'autorisation de loi de finances initiale. La hausse porte majoritairement sur l'action relative au développement du service civique, qui représente par ailleurs 83% des crédits de paiement. En effet, en dépit de la croissance des crédits par rapport à 2016 et du dégel de la réserve de précaution, l'engagement de 130 000 volontaires a rendu nécessaire l'ouverture de 62 millions de crédits de paiement par décret d'avance du 20 juillet 2017. La progression entre 2018 et 2019 du nombre de volontaires s'opère avec un plafond d'emploi inchangé pour l'Agence du service civique, engendrant des tensions d'autant plus nettes que depuis le 1er janvier 2016, les activités relevant de l'agence française Erasmus + Jeunesse et Sport sont intégrées à l'opérateur. Par ailleurs, 11 dépenses fiscales sont rattachées à mon programme 163. Leur montant a atteint 2,9 milliards en 2017 et qui devrait rester en 2018 autour d'un montant élevé de 2,7. Je partage tout à fait et pleinement l'avis de la Cour des comptes qui qualifie cette somme de disproportionnée et qui est égale au quintuple des crédits budgétaires. En effet, si l'importance peut être comprise comme un fort soutien aux associations, elle est aussi susceptible d'être lue comme un choix de l'État de ne pas piloter la majorité des aides et de laisser des choix privés procéder à l'allocation des ressources envers le secteur associatif. Dans le contexte de la promotion d'une société de l'engagement que je prône et qui me tient à cœur par le Président de la République, j'ai choisi de m'intéresser à 3 leviers en voie d'affaiblissement et 2 outils dont la montée en charge serait souhaitable. La transformation de l'ISF en IFI a conduit un certain nombre d'associations à s'inquiéter quant au potentiel de baisse des dons. En effet, deux sens contraires peuvent être anticipés. D'un côté, les contribuables qui ne sont plus redevables en raison de la réduction de l'assiette de l'impôt sont susceptibles de ne plus effectuer les mêmes dons qu'auparavant, ne percevant plus de contrepartie fiscale. De l'autre, l'arbitrage qui avait lieu entre le dispositif ISF-PME a disparu. Un report vers l'impôt sur le revenu devrait aussi avoir lieu, mais dans une proportion incertaine. La suppression de la réserve parlementaire ne doit pas diluer la capacité des associations, les plus petites, à accéder à la générosité publique. Pour cette raison, la loi de finances 2018 a abondé le fonds de développement de la vie associative à hauteur de 25 millions. Néanmoins, le décret d'application n'a toujours pas été publié à ce jour, plongeant le mouvement associatif dans une certaine insécurité. Il s'agit enfin de compenser la réduction du nombre de contrats aidés dans le secteur non marchand par des parcours emploi-compétences et l'expérimentation de l'emploi franc. Avant de conclure, je voudrais rappeler le caractère indispensable du déploiement effectif du compte engagement citoyen auquel je tiens énormément, qui devrait avoir lieu début 2019, et saluer l'intérêt des travaux du nouveau Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Je souhaite, Monsieur le Ministre, vous poser les questions suivantes. Quelle démarche de sincérisation du budget 2018 pensez-vous appliquer en cours de gestion, et le budget 2019 prévoira-t-il en autorisation s'agissant du service civique et de l'agence du service civique? Comment expliquez-vous le retard de la publication du décret relatif au FDVA et à combien chiffrez-vous l'impact de cette incertitude pour les associations concernées ainsi que les reports de crédits qui seront, le cas échéant, nécessaires? Le compte d'engagement citoyen sera-t-il bien déployé en 2019? Que sont devenus en 2017 et deviendront en 2018 les crédits correspondants parce qu'ils ont été budgétisés et non consommés? Quel ministère, enfin, sera chargé du pilotage opérationnel et budgétaire potentiel du service national universel et obligatoire et sera-t-il rattaché, en tout cas je prêche, rattaché au programme 163 ou est-ce qu'un nouveau programme sera-t-il créé? C'est une question qui a un intérêt plus personnel que budgétaire. Je vous remercie. Merci, mesdames les rapporteurs. Pardon, je vous avais oublié tout à l'heure parce que je n'ai pas vu. Très bien. Monsieur le rapporteur général.
Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, quelques questions, soit en complément, soit en appui de ce qui vient d'être dit par nos rapporteurs spéciaux. La LFI 2018 a recentré le rôle du CNDS vers deux orientations majeures, les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, et les ZRR, les zones de revitalisation rurale, avec une réduction des recettes fiscales affectées. Alors, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez nous rappeler les détails de la restructuration de la politique publique du sport mise en place par le gouvernement à ce titre? Car j'avoue que, habitant dans un département où 80% du territoire est classé en ZRR, je suis un peu comme quelqu'un d'une histoire célèbre et je n'ai pas vu grand-chose venir, et je voudrais savoir la raison pour laquelle rien n'est vraiment arrivé, mais c'est peut-être qu'on est trop près d'une frontière et un peu trop loin de la capitale française. S'agissant de l'incitation et de la valorisation de l'engagement associatif qui pourra notamment résulter du compte d'épargne citoyen, bon, dans son rapport, la rapporteure spéciale regrette la faiblesse de la communication relative à ce dispositif innovant ainsi que le retard de son déploiement complet. Alors moi, je veux dire que je souscris totalement à cette remarque. Madame la Ministre, vraiment, dites-nous quels sont dans ce cadre-là les engagements sur le compte d'engagement citoyen et quelles mesures concrètes vont être mises en place pour développer cet outil. Pour en terminer et en achever avec le fonds départemental de la vie associative, départementalisé, j'allais dire, dans la douleur. Effectivement, si ce décret n'est pas pris maintenant, les préfets vont devoir mettre en place la commission départementale. Comme c'est l'été qui va bientôt arriver, ça va mettre un temps certain, voire un certain temps. Ce qui fait qu'en septembre, il y aura peut-être des réunions et il n'y aura qu'un engagement très partiel des crédits. On va peut-être nous expliquer après que finalement, les associations n'avaient pas besoin d'argent. Donc je vous avoue que je ne comprends pas, après que toutes les étapes obligatoires, j'allais dire, notamment le Conseil national d'évaluation des normes, qui est la principale, aient été franchies, je ne comprends pas le retard non plus de ce décret. Je vous remercie. Merci. Je voudrais juste compléter avec le même sentiment sur la vie associative que la rapporteure spéciale et que le rapporteur général. On avait trouvé un équilibre, même si ce n'était pas très facile, une sorte d'équilibre instable sur le financement de la vie associative entre les collectivités, l'État et puis des dépenses fiscales. Bon, il y a toujours un accès à des réductions pour les associations, mais ce n'est pas très connu. En réalité, ce qui s'est vu, c'est la suppression de l'ISF et évidemment de la dépense fiscale qui allait avec en faveur des associations. Et puis, c'est cumulé la suppression de la réserve parlementaire. Avec cela, c'était deux signaux très négatifs vis-à-vis du monde associatif, même si un autre dispositif, d'ailleurs à l'initiative du rapporteur général, a été mis en place, mais semble-t-il a bien du mal à, pour l'instant, démarrer. Quel regard portez-vous, je crois, Monsieur le Ministre, puisque cette vie associative dépend de vous, quel regard portez-vous sur aujourd'hui la situation financière des associations à partir de ces deux faits? Voilà, je vais peut-être donner la parole à la ministre des Sports d'abord, Mme Flessel. Monsieur le Président. En effet, les crédits du ministère et le ministère des Sports et de ses opérateurs ont été réduits de 7%. Pour autant, ce contexte ne nous a pas éloignés de nos objectifs. Il s'agit de développer 3 millions à l'horizon de 2024 pour la porter en fait à 40 millions de Français et de hisser effectivement le palmarès sportif à 80 médailles aux Jeux Olympiques grâce à des réformes de structure, une meilleure coordination des acteurs et une plus forte sélectivité de l'État vers les publics et les territoires les plus fragiles. J'ai engagé une transformation effectivement en restructurant le CNDS prioritairement au service des quartiers publics vulnérables. En matière d'innovation, le volet d'investissement est totalement dédié à l'innovation grâce à plusieurs AMI pour la préfiguration des équipements de nouvelle génération. L'État, en fait, renforce sa qualité d'orientation et d'élaboration des stratégies nationales en matière de la politique sportive dans le haut niveau et le sport pour tous, avec des déclinaisons thématiques telles que sur le sport santé. Nous avons ainsi rebudgétisé les crédits de soutien à l'action internationale des fédérations sportives, en cohérence aussi avec l'affirmation de l'État sur la diplomatie sportive. C'est l'axe de la France qui rayonne.
en place au ministère des Sports et le CNDS a conduit aussi à réduire le nombre de guichets de financement pour les acteurs du sport et à lisser en fait les effets de cette réforme pour les collectivités territoriales. Des conventions de gestion ont été mises en place avec la direction des sports et le CNDS. L'idée, c'est de resserrer les priorités de la part territoriale pour rendre plus lisible l'action de l'État sur les territoires et amplifier le soutien aux projets de taille critique. On s'appuie sur nos délégués territoriaux du CNDS et l'idée, effectivement, a été le CA du CNDS qui a adopté en janvier 2018 les directives et la répartition avec les critères de la part territoriale. L'idée a été, effectivement, avec 106,7 millions d'euros en 2018, a été de décider de recentrer en fait davantage les missions de l'établissement autour de 4 priorités et au lieu de 6. La professionnalisation du mouvement sportif et particulièrement l'emploi sportif, qui représente près de 50% des crédits de la part territoriale. La correction des inégalités d'accès à la pratique. Par exemple, si on raisonne sur le public cible, 19,8 millions ont été consacrés au développement de la pratique féminine, plus de 61%. 12 millions ont été consacrés à des actions en faveur des personnes en situation de handicap, contre 7,4 en 2012. Si on raisonne en termes de zonage géographique, pour répondre à votre question, 38,8 millions ont été consacrés à des actions menées au sein des territoires carencés sur la part territoriale, contre 35,3 en 2012, donc soit plus de 10%. Sur la promotion du sport santé, nous avons mis 10,2 millions, plus de 73% en plus. Sur la lutte contre les discriminations, les violences, le harcèlement, 3 millions en 2017. Le sport de niveau, effectivement, est passé au BOP 219 avec un montant de 7,5 millions. Je reviendrai sur le compte d'engagement citoyen. Il est faux de dire que quelque part on ne finance plus, je dirais, la formation. Le champ de formation des bénévoles et des dirigeants sont en cours d'évaluation et effectivement avec la GEMSA, près de 1,7 million de bénévoles pourraient déclarer d'ici à la fin d'année des heures de bénévoles. Par rapport à la politique de mon ministère, au niveau, j'en reviens, sur le détail des ZRR, la part du financement qui lui est bénéficie en fait de plusieurs campagnes exceptionnelles d'investissement. Nous sommes confortés avec différentes collectivités à apporter en fait une réflexion de cofinancement. En janvier, on a lancé cette obligation de réussir ensemble et nous avons lancé une concertation sur le plan de la gouvernance du sport en essayant de travailler avec tous les acteurs, les collectivités territoriales, le mouvement sportif, l'État et les acteurs économiques qu'on avait oubliés. L'idée, c'est vraiment de travailler en coordination sur les 2 piliers, la pratique pour tous et la haute performance. Je reviendrai sur les raisons, le PPP sur l'INSEP. Aujourd'hui, il est important de rappeler que les avenants sont conclus pour intégrer les besoins de l'établissement, non pris en compte dans le contrat initial. Ces avenants ne sont pas toujours, en revanche, à la hausse. Les avenants 5 et 8 intègrent les baisses de loyer respectivement de 90 000 euros et de 45 000 euros. Il y aura un prochain avenant, numéro 21, qui intégrera aussi une baisse de 3 composantes qui fera à moins de 190 000 euros. Sur les dépenses fiscales, effectivement, l'euro et sur les dépenses fiscales, nous avons effectivement 3 événements. Sur les 3 événements, sur l'euro 2016, il y a eu, on l'a fait. Quand on regarde l'étude commandée par le ministère, l'organisation a eu un impact économique global de 2,22 milliards. Le nombre de visiteurs estimés était de 647 000 personnes. Selon le rapport de la Cour des comptes et les soutiens publics de l'euro, l'exonération d'impôts est
estimé à 65,1 millions, répartis entre l'exonération IS, estimée à 60,5, et l'exonération CVAE, estimée à 4,1 millions d'euros. A contrario, les gains de l'État sont estimés à 74,9 millions d'euros et se répartissent de la manière suivante. Il y a les recettes, l'estimation des recettes TVA sur les dépenses à 70 millions d'euros, l'estimation recettes de taxes de séjour à 2,7 millions d'euros, l'estimation de recettes de taxes d'aéroport de 2,2. Concernant l'exercice 2017, en revanche, pour les championnats du monde de hand et hockey, nous attendons effectivement les retours d'estimation. Par rapport au Stade de France, nous avons vu effectivement le président de la FFR et il nous a certifié l'accord jusqu'en 2025 pour le Stade de France. Et par rapport au CTS, effectivement, j'ai demandé, par rapport au chantier d'AP 2022, la demande est en cours. Merci. Est-ce que votre ministère suit les dépenses fiscales afférentes aux sujets qui sont les vôtres? Est-ce que c'est un sujet important pour vous, presque aussi important que le sujet budgétaire, ou vous considérez que c'est plutôt l'affaire de Bercy? C'est peut-être plutôt pour la vie associative. Il y a moins de choses chez vous. Comment? Oui, mais c'est vrai que c'est plus... Donc voilà, je rajoute cette idée-là. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'a dit la ministre, monsieur le rapporteur général? Merci, Monsieur le Président. Non, Madame la Ministre, simplement, sur les questions relatives aux ZRR, j'aimerais avoir dans un délai rapproché simplement une cartographie des opérations qui relèvent des financements au titre du CNDS pour comprendre un petit peu les choses. Ça me permettra de visualiser un peu mieux sur une carte de France les opérations financées. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de souci. Très bien. Madame Goulet. Madame la ministre, je reviens sur les dépenses fiscales, parce que donc, vous m'avez indiqué que vous aviez les retours pour l'euro. Donc j'aimerais savoir, parce que donc, dans le rapport, hein, on ne les a pas. Il y a 3 dépenses, il y a 3 dépenses fiscales qui sont non chiffrables. Donc c'est bien sur ces 3 dépenses-là hein, que je trouve anormal qu'on ne puisse pas les chiffrer. Je ne dis pas que c'est forcément... de la faute du ministère, mais quand on voit que ces 3 dépenses fiscales qui sont basées soit sur l'impôt sur les revenus, soit sur l'impôt sur les sociétés, j'ai du mal à comprendre que les services de Bercy ne soient pas capables de nous dire combien ces niches rapportent. Alors, comme je vous disais, sur la dépense sur l'euro, je viens de citer les chiffres. Par rapport à la deuxième, c'est en cours, donc il faut attendre d'ici à la fin de l'année. Et la troisième, elle n'est pas significative par la direction du budget. Bien, monsieur le ministre. Vie associative. Oui, merci, monsieur le Président. Bon nombre de choses ont été dites. Je voudrais peut-être faire une introduction en disant qu'évidemment, je suis conscient d'un certain nombre de problèmes qui concernent la vie associative, qui d'ailleurs ne sont pas d'hier matin, et il faut quand même le rappeler. Et par rapport à toute une série de points, parfois un petit peu négatifs qui ont été soulignés, je voudrais quand même aussi qu'on souligne quelques éléments positifs, même si nous sommes là surtout pour discuter de l'exécution 2017. Donc je reviendrai là-dessus en rappelant que le Premier ministre s'exprime vendredi, avec moi d'ailleurs, à Toulouse, sur ces questions de vie associative pour le futur. Mais aujourd'hui, nous sommes là, si j'ai bien compris, Monsieur le Président, pour le passé. Donc j'essaierai de me concentrer sur ce point. Vous avez souligné, Madame la rapporteure, un dépassement de crédits en 2017 qui sont dus tout simplement à l'insincérité du budget 2017. Donc cela nous oblige surtout à un travail pour la sincérité du budget, nous a obligé à un travail pour la sincérité du budget 2018. Vous avez indiqué donc qu'il y avait un dépassement de 12% qui était pour l'essentiel dû au service civique. Et vous avez raison, c'est en effet dû au service civique. Il faut rappeler que l'objectif était de 150 000 et que même en faisant 130 000,
Donc nous avons en plus été volontaristes dans la deuxième partie de l'année pour réaliser ce chiffre de 130 000, qui est néanmoins en dessous de l'objectif qu'affichait le précédent gouvernement à 150 000. Et même en faisant ça, eh bien, nous avons dû faire le décret d'avance du 20 juillet 2017 de 60 millions d'euros. Donc c'est assez dire que c'est certainement pas l'actuel gouvernement qui est responsable de ce dépassement et que par ailleurs nous avons travaillé pour que en 2018 le budget soit sincère, tout simplement en augmentant le budget du service civique, comme vous l'avez sans doute vu au moment de la discussion budgétaire. Normalement, et même en maintenant l'objectif de 150 000, nous devrions ne pas dépasser en 2018. La sincérité de ce qui a été adopté en atteignant donc 448 millions d'euros doit nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous ne savons pas au moment où je vous parle si nous aurons 150 000 services civiques au cours de l'année 2018. La fourchette sera quelque part entre 125 000 et 150 000. Il y a en plus toute une série de sujets techniques, notamment la date d'entrée en fonction des services civiques qui a un impact budgétaire. Mais en tout cas, nous sommes mis en situation de financer 2018 beaucoup mieux que 2017. Vous m'avez interrogé aussi sur le FDVA. Alors, il est exact que le FDVA a été conçu, comme on l'a eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises dans l'hémicycle, pour succéder à la réserve parlementaire, pour élaborer un système aussi plus juste de répartition des crédits à l'échelle du territoire, et que ceci a fait l'objet d'ailleurs de discussions qui ont été totalement conformes à ce qui avait été dit dans les débats parlementaires, pour aboutir au projet de décret que vous connaissez. Comme vous, j'aurais aimé que ce décret soit plus rapide dans sa publication, mais ce sont un petit peu les contraintes de nos systèmes. Les 3 ministres compétents, et donc en dernier lieu Gérald Darmanin, ont signé, y compris moi-même bien entendu. Mais le système de consultation propre au ministère de l'Outre-mer est en train de retarder la publication que nous attendons donc normalement pour les prochaines semaines, pour la fin du mois de juin, quand ces consultations auront lieu. Néanmoins, la GEPVA est en train de se mettre dans les starting blocks, si vous permettez l'expression, pour, dès que ce sera publié, permettre que la mise en œuvre, évidemment, du décret se réalise sans délai, de façon à ce que les associations, notamment les petites et les moyennes associations d'ailleurs, puissent bénéficier de ces fonds. Est-ce qu'il y a... Alors, vous avez une troisième question qui était quel ministère sera en charge du futur CNU, du futur SNU, pardon. Alors cette question est difficile d'y répondre. C'est vraiment. Alors, je n'ai rien à dire sur le sujet pour 2017. Et s'agissant de 2018 et 2019, pour 2018 non plus, il n'y a rien à dire sur le sujet. En 2019, on peut escompter qu'on sera en démarche expérimentale sur le sujet. Que dans ce cas-là, en effet, pour le budget 2019, il faut envisager un positionnement en loi de finances des crédits, mais ce point-là n'a pas été tranché. D'ailleurs, nos discussions peuvent nous permettre d'avancer. Je n'ai pas de données particulières sur ce point. On peut imaginer que ce soit sur le programme 163 et que ce soit une action ad hoc sur le programme 163, ça paraîtrait assez logique. Mais au moment où je vous parle, on n'a pas consacré cette idée-là. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose dans les questions ? Le suivi des dépenses fiscales. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est évidemment une collaboration entre Bercy et nous. Nous avons vocation à le faire et c'est un débat permanent entre notre DAF et Bercy. Très bien. Madame Aéry. Juste une petite question, mais c'était suite à l'intervention. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour la qualité des réponses qui sont extrêmement éclairantes. La question, c'était concernant l'intervention de Madame la Ministre Flessel concernant le CEC. Je ne dis pas qu'il n'est pas mis, qu'il n'existe pas. Et évidemment, la ligne budgétaire, elle existe, mais en fait, il n'est pas opérationnel. Et c'est cette question, c'est vraiment par rapport au côté opérationnel du CEC où on pose la question, parce qu'il est essentiel dans cette société de l'engagement qu'appelle le président de ses voeux et qui trouvera évidemment sur ses bancs des alliés.
c'est vrai que le dispositif a pris du retard pour des motifs en fait que nous a expliqué la GEPVA, mais l'idée c'est de continuer à travailler en ce sens. Il n'y a pas de volonté de notre part de réduire et de ne pas aller. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est valoriser la formation. Merci. Nous passons, si vous le voulez bien, donc à la deuxième mission, enseignement scolaire. Et je donne la parole à Catherine Osson. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues. La mission enseignement scolaire est le premier poste de dépenses de l'État, hors mission remboursement et dégrèvement, avec 21,7% des crédits de paiement du budget général en loi de finances initiale pour 2017. Les dépenses de personnel ont représenté 92,7% des dépenses totales de la mission en 2017 pour 1 6039 équivalents temps plein travaillés. Le principal enjeu de la gestion de la mission est donc celui du pilotage de la masse salariale et de la gestion des ressources humaines des deux ministères concernés, le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Agriculture et de l'Alimentation. L'année 2017 a marqué la fin du programme de création d'emplois du ministère de l'Éducation nationale sur la période 2012-2017, dont l'objectif était de créer 54 000 emplois. Depuis 2012, le plafond d'emploi de la mission a traduit ces orientations et progressé de 53 270 équivalents temps plein travaillés. Le nombre d'emplois effectivement consommés s'est établi à 45 635. J'aimerais commencer par quelques remarques générales concernant l'exécution des crédits de la mission enseignement scolaire en 2017. La première concerne le problème récurrent dans cette mission de la sous-budgétisation des crédits. En 2017, 467,3 millions d'euros ont été ouverts par le décret d'avance numéro 2017-1623 du 30 novembre 2017 au titre des dépenses de personnel afin d'assurer le financement de l'AP de décembre du personnel éducation nationale. Ces dépenses de personnel semblent en partie avoir été mal anticipées dès leur prévision en loi de finances initiale. En effet, l'exécution des crédits de 2016 était déjà supérieure au niveau prévisionnel retenu et utilisé comme socle de préparation de la loi de finances 2017. De plus, malgré les efforts consentis en loi de finances depuis 2016, le coût du glissement vieillissement technicité reste sous-budgétisé dès la prévision. Enfin, le coût de la mesure de transformation des contrats aidés en emploi d'accompagnement des élèves en situation de handicap, annoncé le 19 mai 2016 lors de la Conférence nationale du handicap, aurait dû être mieux anticipé. Ma seconde remarque concerne le dispositif de performance de la mission qui reste lacunaire. Sur les 5 indicateurs représentatifs de la mission inscrits dans le rapport annuel de performance 2017, 2 ne sont pas renseignés, notamment celui concernant la maîtrise du socle commun en fin de 6e des élèves, qui est pourtant une priorité affichée. 2 autres indicateurs sont renseignés de façon incomplète. Un effort important doit donc être réalisé à ce niveau afin d'améliorer la programmation budgétaire et l'évaluation de cette politique publique. Je vais développer maintenant mon propos en 4 temps en insistant sur les thématiques qui ont attiré mon attention au cours des auditions que j'ai menées depuis le mois de mars avec les grands acteurs de l'enseignement scolaire en France. Premièrement, j'aborderai la question du dédoublement des classes en CP dans les zones REP+, instaurée dès la rentrée 2017 et dont l'articulation avec le dispositif plus de maîtres que de classes. Dans un second temps, j'aimerais m'attarder un peu sur le dispositif devoir fait. Je traiterai ensuite le thème de l'école inclusive. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui des aides administratives des directeurs d'école. Le dédoublement des classes en CP dans les zones REP+, est une mesure nécessaire et particulièrement importante, mise en place depuis la rentrée de septembre 2017, et je soutiens particulièrement cette mesure. Cependant, les acteurs du secteur m'ont fait part de plusieurs inquiétudes à ce sujet. Les plus fortes concernaient l'absence d'expérimentation préalable de cette mesure et le risque pesant sur le dispositif plus de maîtres que de classes, sur lequel des effectifs sont pris pour fournir les effectifs suffisants au dédoublement des classes. Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint 2017, le dispositif devoir fait a été mis en place. Il permet de proposer aux collégiens, sur la base du volontariat, un temps d'études gratuite, accompagné pour réaliser leurs devoirs. Si cette initiative est particulièrement importante, elle repose sur le volontariat des élèves et d'une équipe enseignante qui accepte de la mettre en place.
Cela crée donc des inégalités entre les territoires et au sein même des établissements, puisque des cohortes d'élèves bénéficient plus de cet accompagnement que d'autres. La scolarisation des élèves en situation de handicap est une priorité affichée du gouvernement pour rendre l'école réellement inclusive. En 2017, conformément aux engagements pris lors de la Conférence nationale du handicap du 19 mai 2016, la transformation sur 5 ans des 56 000 contrats aidés occupés par des personnels chargés de l'aide humaine en 32 000 emplois d'accompagnants d'élèves en situation de handicap a débuté. En conséquence, 8 533 ETPT ont été créés. La gestion des élèves en situation de handicap connaît cependant plusieurs limites. Premièrement, les élèves scolarisés dans les ULIS ne sont toujours pas pris en compte dans les calculs d'effectifs pour établir la carte scolaire et les déclenchements d'ouverture de postes. Deuxièmement, les enseignants ne sont pas suffisamment formés à gérer les élèves en situation de handicap physique et ou mental. Enfin, la concentration des moyens en personnel sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap porte préjudice à l'ensemble des autres missions confiées par les services de l'éducation nationale aux bénéficiaires de contrats aidés. J'arrive donc à mon dernier point concernant la suppression des aides administratives aux directeurs d'école. Le gouvernement a choisi de supprimer à la rentrée 2017 les contrats aidés exerçant des missions de support et d'assistance aux directeurs d'école. Dans le premier degré, les directeurs d'école exercent une activité d'enseignement en plus de leurs charges de direction excessives pour lesquelles ils sont peu déchargés. À ce titre, les aides administratives effectuent un travail important et indispensable au bon fonctionnement de l'école. Sans ces personnels, de nombreuses missions sont aujourd'hui impossibles à réaliser, telles que les tâches de secrétariat, portier ou médiateur. J'aimerais insister sur le fait qu'aucune évaluation du rapport entre le coût des contrats aidés dévolus aux aides administratives et leur efficacité n'a été réalisée avant leur suppression. J'ajouterai également que l'attention que vous portez au cas particulier des directeurs d'école qui ne bénéficient pas de décharges hebdomadaires par la circulaire numéro 2017-0589 du 31 juillet 2017 ne permet pas de régler le problème dans son ensemble. En effet, si 65% des directeurs d'école bénéficient de cette décharge selon les chiffres que vous avancez et ne sont donc pas concernés par cette dérogation, cette décharge n'est en aucun cas suffisante pour permettre aux directeurs d'école de remplir l'ensemble des fonctions administratives indispensables au bon fonctionnement d'une école au quotidien. Dans un contexte de réduction des moyens généralisés, les collectivités territoriales ont aussi fait des économies sur leurs dépenses de personnel, aggravant ainsi les difficultés à effectuer des tâches ponctuelles telles que l'ouverture d'une porte lorsqu'un élève revient d'un rendez-vous médical en milieu d'après-midi. Ces tâches sont particulièrement importantes dans les quartiers en politique de la ville, dans lesquels l'accompagnement des familles est primordial. Les outils informatiques et la simplification des procédures administratives, aussi importants soient-ils, ne permettront pas toujours aux directeurs d'école de répondre aux besoins des élèves et de leurs familles en grande difficulté. Les directeurs d'école en REP et REP+, doivent bien souvent gérer des situations compliquées qui s'étendent à un périmètre plus large que celui de l'école. Un retour des aides administratives à minima dans ces écoles est nécessaire aujourd'hui pour faciliter la tâche de ces personnels qui s'investissent dans une mission difficile mais indispensable au bon fonctionnement de l'école républicaine. Plusieurs questions découlent de ces différents constats. Les premières concernent l'exécution des dépenses en 2017. Comment comptez-vous remédier au problème de la sous-budgétisation des dépenses de personnel pour éviter de nouvelles ouvertures de crédit en fin d'année ? Quel est votre calendrier d'action et les moyens mis en œuvre pour remplir de façon complète les indicateurs indispensables à l'évaluation de la performance des politiques publiques mises en place dans cette mission ? Renseignez annuellement les indicateurs LOLF, en particulier ceux relatifs à l'objectif prioritaire d'atteindre par les élèves des connaissances et compétences du socle commun me paraît en effet être une priorité. Concernant le dédoublement des classes en CP dans les zones REP+, quelles sont les actions mises en œuvre à cette date pour évaluer l'efficacité de ce dispositif sur l'apprentissage des élèves ? Une évaluation du dispositif plus de maîtres que de classes est-elle envisagée pour permettre des comparaisons entre ces deux dispositifs ? Quel est l'avenir du dispositif plus de maîtres que de classes ? J'ai été alertée par plusieurs directeurs d'école sur le fait que des crédits attribués pour mettre en œuvre le dispositif Devoirs faits allaient être rendus, du fait d'un manque de volontariat au sein des établissements. Ce dispositif étant encore très récent, je souhaiterais savoir si une évaluation était prévue pour fin 2018. Avez-vous déjà une estimation du montant des crédits non consommés à ce titre ?
À propos de l'école inclusive, quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer la formation des enseignants dans la gestion des élèves en situation de handicap? Est-il envisageable de prendre en compte les effectifs des élèves ULIS dans les calculs d'effectifs pour établir la carte scolaire et les déclenchements d'ouverture de postes? Enfin, au-delà de la problématique budgétaire et dans un contexte de développement conséquent de moyens dans le premier degré, n'est-il pas temps d'engager une réflexion sur le métier de directeur d'école? Certes, le numérique améliorera une partie des tâches administratives, mais la prise en charge des matériels informatiques n'est pas uniforme sur le territoire, car les collectivités territoriales ne disposent pas toutes des mêmes ressources. La place de l'école a changé dans les familles, et nous n'avons pas donné les moyens aux écoles de faire face. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la rapporteure spéciale. Monsieur Bertrand Sort, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, très brièvement, la mission qui nous était confiée dans le cadre du projet de loi de finances 2018 nous avions fait le choix de porter avec ma collègue Christine Lang un rapport sur la scolarisation des migrants allophones. Et nous avions pointé à l'époque une grande disparité des moyens alloués selon les territoires, selon les régions, disparité qui pouvait effectivement se comprendre du fait d'une différence d'enfants à prendre en charge. Et nous avions souhaité qu'il puisse y avoir des indicateurs qui soient mis en place, une cartographie qui soit établie. Aussi, je souhaiterais questionner Monsieur le Ministre pour savoir si ces outils ont été mis en place et si nous sommes en capacité aujourd'hui à avoir ces différents indicateurs pour pouvoir juger de la politique qui est portée par notre ministère. Merci Monsieur le rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, j'ai quelques questions sur l'évaluation de la problématique des contrats aidés. Alors, les titulaires de contrats aidés recrutés depuis la rentrée 2017 à l'Éducation nationale sont recentrés sur l'accompagnement des élèves qui sont en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire. En ce sens, il y a une différence par rapport à l'ensemble des employeurs publics, puisque les autres employeurs publics incluent une catégorie complémentaire qui est celle des personnes de plus de 50 ans qui sont éloignées de l'emploi. Bon, pour autant, votre ministère est en parallèle engagé sur un processus qui est un processus de titularisation et de transformation des contrats aidés pour justement les amener à arriver sur ces emplois d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Alors, je ne sais pas si c'est fait de façon très uniforme sur le territoire, parce qu'il me revient des choses sur certains territoires qui sont moins bonnes. Pour ce qui me concerne, je constate que le dialogue avec les DASDEN dans mon secteur se fait de manière très, très correcte et très constructive. Mais j'aimerais savoir justement, pour qu'on évite d'avoir une situation qui est un peu sur le territoire incohérente entre les différentes zones et suivant les sensibilités des DASDEN dans cette affaire, je voudrais savoir quel bilan peut-on faire de ce plan de titularisation et de transformation. Par ailleurs, la Cour des comptes a révélé que le bilan des créations d'emplois entre 2012 et 2017 a été conforme à l'objectif de 54 000 postes, mais que seulement 46 292 postes ont été effectivement pourvus. Alors, j'aimerais avoir votre appréciation sur cet écart entre les ouvertures de postes et ceux effectivement pourvus. Est-ce qu'on est sur une illustration d'un désamour, on va dire d'un déficit d'attractivité du milieu d'enseignants? Enfin, quelle est votre appréciation sur cet écart? Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur général. J'ai la même question sur la sous-consommation des plafonds d'emploi. Et j'ai une deuxième question, c'est que entre 2012 et 2017, la masse salariale a progressé 2 fois plus vite que le nombre d'emplois, 10% contre 5%. Est-ce que c'est le coût moyen de l'emploi qui est donc mis en cause, ou est-ce qu'il y a un biais technique que nous n'aurions pas tout à fait, ou je n'aurais pas tout à fait compris? Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour vos questions très nombreuses et très riches et portant donc sur passé, présent et futur. Alors, Madame la rapporteure spéciale, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez souhaité aborder. D'abord, sur le fait que, sur la question du dédoublement des classes de CP et sur le dispositif plus de maîtres que de classes. Donc, vous avez demandé s'il y avait eu des expérimentations préalables à ce dispositif. La réponse est oui, préalable même à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que précisément si le
candidat à la présidence de la République qui a été élu avait mis cela dans son programme, c'est précisément parce qu'il y avait des études internationales et nationales qui montraient que c'était le dispositif apparemment le plus efficace au monde, que de centrer sur ces classes-là, CP et CE1, le dédoublement des classes. Ce qui était très clair dans la prise de cette décision, c'était le fait que le taux d'encadrement n'est pas toujours le facteur le plus pertinent pour le progrès scolaire, mais il peut l'être dès lors qu'il est massif, c'est le cas avec le dédoublement, et dès lors qu'il est ciblé, c'est le cas avec des territoires défavorisés et l'âge de 6 et 7 ans. Donc ce sont ces éléments-là très documentés, avec par exemple les travaux de quelqu'un qui s'appelle Yann Algan sur cette question, eh bien, qui ont fait qu'on a mené cette politique publique. Symétriquement, sur le dispositif plus de maîtres que de classe, il y a aussi des évaluations des dispositifs comparables. Autrement dit, quand on fait des études internationales, par exemple celle d'Esther Duflo, sur tout ce qui est comparable, c'est-à-dire mettre plus de maîtres que de classes, l'efficacité est beaucoup moins démontrée. En joignant ces deux observations, on aurait pu imaginer que le nouvel gouvernement, en 2017, décide de supprimer le dispositif plus de maîtres que de classes et de faire le dispositif qui, sur le plan des études à notre disposition, montrait plus d'efficacité, c'est-à-dire le dédoublement. Ce n'est pas ce que l'on a fait. Précisément pour aller vers une démarche d'évaluation. Alors ce qui est exact, c'est qu'on a diminué le nombre de plus de maîtres que de classes, mais on les a en fait recentrés, dans l'esprit d'ailleurs de la circulaire qui les avait instituées en 2014, et qui elle-même indiquait qu'il fallait que plus de maîtres que de classes se déploient sur CP et CE1. Ce que donc on a fait. J'observe sur le terrain d'ailleurs que certains maîtres ou maîtresses qui auparavant étaient dans le dispositif plus de maîtres que de classe et qui désormais s'occupent d'une classe à 12 sont aussi très heureux, y compris sur le plan personnel et professionnel, de se trouver dans cette nouvelle situation. Il y a donc moins de plus de maîtres que de classes. Il y a eu une diminution de l'ordre de 30% pour la rentrée 2017, mais il n'y a pas eu de suppression du dispositif. De même, il y en aura moins à la rentrée prochaine, mais le dispositif n'est pas supprimé. Et conformément à ce que vous souhaitez, il y a évidemment une évaluation des deux dispositifs avec de premières lumières que nous aurons à la fin de cette année scolaire, donc dans environ un mois. Et puis, bien entendu, des éclairages plus importants au fil des années. Mais j'espère, dans quelques semaines, être en mesure déjà d'avoir une première évaluation. Les retours, nous avons de premiers retours, j'avais eu l'occasion de le dire dans l'hémicycle, qui sont très, très encourageants. Mais évidemment, d'un point de vue strictement scientifique, il va falloir attendre encore un tout petit peu pour en être bien certain. Ensuite, votre question donc, portait sur devoir fait. Alors, comme tout dispositif nouveau, il a un délai de mise en œuvre. C'est d'une certaine façon assez normal. Le point de départ a été en novembre 2017, comme vous l'avez rappelé. Ce dispositif a tout de suite été mis en place sur le plan budgétaire pour tous les collèges. Donc tous les collèges devaient le mettre en œuvre. Vous avez raison de rappeler que c'était basé sur le volontariat et que donc ça crée forcément une forme d'hétérogénéité, surtout dans un premier temps. L'objectif qui était fixé, comme vous le savez, étant que les professeurs soient engagés dans ce volontariat, et quitte à rassembler d'autres catégories de personnes, notamment des services civiques, pour aider les professeurs, mais avec les professeurs en situation de chef d'équipe, en quelque sorte. Nous considérons que dans plus de 70% des cas, le dispositif s'est déployé de façon satisfaisante, que dans un peu moins de 30%, il a été imparfait. Et nous pensons que c'est la rentrée 2018 que nous pourrons arriver à une beaucoup plus grande homogénéité. Je crois qu'en réalité, par rapport à d'autres politiques publiques comparables, c'est déjà un taux assez satisfaisant qui en réalité donne un certain nombre de satisfactions sur le terrain. J'étais d'ailleurs avec l'un d'entre vous dans un collège de Caen, pas plus tard que vendredi dernier, le collège Marcel Pagnol de Caen, donc en REP+. Ce collège est absolument typique d'un collège qui, dans une situation très difficile, situation sociale très difficile, réussit sur le plan pédagogique et éducatif des choses très réussies, notamment à la faveur du dispositif Devoir fait, que j'ai pu regarder, comme je l'ai fait dans bien d'autres collèges, et où on y voit toutes les vertus que nous attendons de Devoir fait, c'est-à-dire non seulement le fait que les élèves font leurs devoirs dans l'établissement, mais qu'une relation parent-professeur renouvelée se réalise, qu'une relation professeur-élève aussi
se modifie. Et donc toute une série de vertus sont attendues. Il est trop tôt pour vous dire la sous-consommation éventuelle qu'il y a eu pour devoir fait, mais si on raisonne en année budgétaire, et vu ce que je viens de dire sur le volontarisme que nous aurons au mois de septembre, en réalité, en 2018, c'est 220 millions d'euros mobilisés pour devoir fait. Je ne suis pas certain que nous allions vers une sous-consommation, parce que le but est vraiment l'accomplissement. Et il y a des effets, encore une fois, des effets transformants de devoir fait, des effets qu'on pourrait qualifier de sociétaux et sociaux, qu'il est, je crois, important de souligner. Sur les enjeux de l'école inclusive, vous avez rappelé les 8533 emplois créés en septembre 2017. Et, Monsieur le Président, vous venez de rappeler aussi le fait que nous avions décidé de concentrer les contrats aidés sur l'accueil des élèves en situation de handicap. La philosophie générale, vous la connaissez, c'est de diminuer progressivement le nombre de contrats aidés qui ne correspond pas à une situation satisfaisante ni pour les intéressés ni pour les élèves, puisque c'est des contrats trop mal payés, trop précaires aussi. Et donc c'est pour cela que nous avons créé des contrats d'AESH dès septembre dernier, les 8533 que j'ai mentionnés, et que nous en créons encore de nouveau à la rentrée prochaine, à peu près dans les mêmes proportions. Cette nouvelle situation doit nous permettre d'abord de pouvoir recruter des nouveaux AESH. Nous avons assoupli les conditions d'expérience pour les recruter. On est passé de 2 ans à 9 mois pour devenir AESH. Cela permettra de résoudre un certain nombre de problèmes techniques que nous avons. Mais par ailleurs, et vous y avez fait allusion, une réflexion plus globale doit être engagée sur notre manière d'envisager l'accueil des élèves en situation de handicap. C'est un travail que nous menons en permanence avec Sophie Cluzel. Les grandes perspectives sont dressées. Nous pensons qu'aujourd'hui, en ayant environ 300 000 élèves en situation de handicap et environ 80 000 supports budgétaires pour les accueillir, les résultats ne sont pas à la hauteur de l'effort budgétaire consenti et de ce que l'on peut souhaiter pour les enfants et pour leurs familles. C'est donc à une réorganisation qu'il faut aboutir, qui en effet, comme vous l'avez dit, doit amener notamment à une meilleure formation des personnels concernés, une vision qui dépasse le temps scolaire et qui suppose donc une collaboration sans doute plus forte avec les départements en particulier, pour avoir une vision complète du temps scolaire et du temps périscolaire, permettre que l'enfant soit suivi dans le temps, c'est-à-dire le long de la journée, mais aussi dans le temps, le long de l'année, par une même personne. Et aboutir à une gestion au plus près du terrain, donc au plus près de l'établissement, comme d'autres pays réussissent à le faire. Et donc nous avons des enjeux qui sont encore plus qualitatifs que quantitatifs sur cette question. Qualitatif quant à la qualité du contrat donné, qualitatif quant à la qualité de la formation donnée aux professeurs et au personnel concerné, et puis qualitatif quant à l'organisation du système depuis l'établissement et non pas depuis l'extérieur, si on peut dire. Je pense que c'est ce qui devrait nous permettre de maîtriser une certaine inflation et de réduire l'insatisfaction dans un même temps. Nous sommes, je crois, devant un impératif en la matière. Et là, vraiment, la comparaison internationale nous est utile. Si on veut voir le verre à moitié plein, on peut regarder ce qui s'est passé depuis 15 à 20 ans et voir qu'il y a quand même des progrès importants qui ont été accomplis. Ne serait-ce qu'en termes de nombre de personnes dédiées au sujet. Et si on veut regarder le verre à moitié vide, on peut se dire que qualitativement, nous ne sommes pas au rendez-vous. Et bien entendu, ça fait partie de mes objectifs importants avec Sophie Cluzel que d'y arriver. Votre quatrième question, c'est sur les décharges de directeurs d'école. Alors là, je voudrais signaler qu'il y a justement une mission de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation qui vient d'être lancée sur le sujet, conduite par la députée Cécile Rilhac. Et donc, nous attendons beaucoup de cette mission, puisque les problèmes que vous mentionnez sont bien réels, nous renvoient très au-delà de la question des contrats aidés, mais vous le savez très bien et vous l'avez très bien dit, et vont peut-être nous conduire aussi à des expérimentations.
Je pense à tout ce qui peut être fait aussi dans l'esprit de l'école du socle entre les collèges et les écoles pour qu'il y ait une plus grande solidité administrative des écoles grâce à cette vision d'ensemble. C'est tous ces enjeux qui doivent être précisés grâce à la mission que je viens d'indiquer. Mais il est très clair que nous avons sur ce sujet un chantier qui est un des chantiers structurels du ministère de l'Éducation nationale. Sur les élèves allophones, monsieur le rapporteur, vous avez donc voulu mettre l'accent sur cette question qui est évidemment très importante. Là, le rapport de l'inspection générale, des deux inspections générales, vient de m'être rendu, et pour être tout à fait franc, je n'en ai pas encore totalement pris connaissance, mais ça va être fait dans les prochains jours. Nous avions hier aussi un comité d'intégration par lequel, présidé par le Premier ministre et dont il a parlé tout à l'heure pour répondre aux questions au gouvernement. Une des contributions de l'Éducation nationale en la matière sera le doublement du dispositif Parents à l'école, dispositif qui a une petite dizaine d'années maintenant et qui est fait pour que l'Éducation nationale puisse accueillir plus de parents sur les enjeux de parentalité et de consolidation du français, de connaissance des valeurs de la République et de connaissance des enjeux de la réussite des enfants dans la scolarisation. Mais sur le plan des chiffres, c'est au cours des prochains jours que nous serons en mesure de devenir plus précis. Sur les questions de monsieur le rapporteur général, donc notre politique des contrats aidés est évidemment une politique qui, oui, s'est concentrée en effet sur le handicap, mais même, comme je commençais à le dire tout à l'heure, est faite pour que progressivement se substituent des contrats plus robustes aux contrats aidés. Sur la question de la sous-consommation des plafonds d'emploi, c'est une question que j'ai, et monsieur le Président, vous avez posé la même question. C'est une question que j'ai soulignée dès mon arrivée, notamment pour la préparation du budget 2018 et dans le cadre de la sincérisation du budget 2018, mais aussi d'une saine gestion. Nous avons considéré que nous devions pour 2018 justement prendre en compte cela, et les postes que nous avons pu gagner l'ont été sur cet élément-là. Autrement dit, ne pas surévaluer le nombre de postes que l'on pourvoira. Parce que lorsqu'on surévalue le nombre de postes que l'on pourvoit, on a plusieurs effets pervers. On a l'insincérité, bien entendu, mais on a aussi finalement une forme de fausse promesse, puisqu'on affirme créer des postes qu'en fait on ne crée pas à la fin. Et d'ailleurs, Madame la rapporteure spéciale, quand vous avez tout à l'heure énuméré les postes créés dans les dernières années, le résultat que vous avez donné est le produit de cette équation. Donc avec un assez fort différentiel entre l'affichage et la réalité. Et puis en troisième lieu, ce qui est important de souligner, c'est que le troisième effet pervers possible, c'est bien des recrutements à un niveau trop bas dans les concours. Lorsque tel ou tel CAPES met la barre à 4 sur 20, eh bien, il faut bien se dire que l'on recrute pour 40 ans des personnes dont on ne peut pas être certain que le niveau corresponde à ce que l'on peut souhaiter. Donc pour cette triple raison, nous avons en effet tenu compte de cela dans notre plafond d'emploi 2018. Et par ailleurs, les questions que vous avez posées renvoient à la question de l'attractivité du métier de professeur. Évidemment, un sujet qui n'est pas que français, un sujet qui est mondial, et qui est un sujet qui nous renvoie à une politique structurelle d'attractivité du métier, à la fois en matière de salaire des enseignants et en matière de ce qu'on pourrait qualifier de la qualité du travail des enseignants. Dans ce sens, il y a un agenda social qui vient d'être ouvert depuis 2 semaines, dont j'ai confié la responsabilité au directeur général des ressources humaines, qui est un travail sur la durée avec les organisations syndicales en particulier, pour définir les nouvelles conditions de travail des professeurs et avoir aussi une vision de notre organisation qui nous permette à la fois d'améliorer, non pas à court terme parce que nous n'en avons pas les moyens budgétaires, mais à moyen terme, par une meilleure gestion, d'améliorer à la fois la rémunération et les conditions de travail des professeurs. Cette attractivité, elle reposera aussi sur un point sur lequel j'ai eu à m'exprimer hier et qui a peut-être, dans les échos que j'en ai vus, été interprété de manière parfois rapide, qui est la question du pré-recrutement. Le pré-recrutement signifiant que
d'ailleurs conformément à des éléments de la loi de 2013, que l'on peut rechercher à avoir de futurs professeurs dès leur 3e année d'études, voire avant. Ceci sera donc probablement une des pistes que nous explorerons. Ça ne signifie pas que nous recruterons à Bac+3, ça signifie que nous pré-recruterons à ce niveau-là, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Hausson, vous voulez réagir? Enfin, brièvement, hein, c'est une manière. Non, brièvement, Plus vivant, dire que brièvement. je suis très honorée d'être rapporteur spécial du premier budget de la Nation, qui n'a jamais été aussi important pour l'éducation nationale. Il y a les remboursements et dégrèvements quand même. Et qu'effectivement, les CP et les CE1 12 dans les quartiers populaires, on l'a rêvé depuis longtemps et c'est une belle action. Je sais bien qu'on est qu'au début de cette expérimentation et que l'évaluation, quand elle sera faite, elle sera sûrement très positive, mais que les premiers retours sur le terrain sont excellents, et de la part des enseignants et de la part des familles, particulièrement dans les quartiers populaires où l'école de la République, c'est parfois le dernier service dans les quartiers et que c'est une belle opportunité pour l'ascenseur social. Et juste une petite remarque, moi j'ai été recrutée comme enseignante à Bac+3. Ça ne m'a pas perturbée dans ma carrière. Ceci dit, la formation continue, l'échange entre pairs, c'est aussi des choses qui sont importantes dans la carrière d'une enseignante et dans ses expériences qu'elle rencontre au quotidien. Monsieur le rapporteur pour avis, il y a un mot. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, j'ai été recruté simplement avec le bac. Bon, vous voyez, comme quoi ça peut marcher aussi. Non. C'était l'ancien monde, mais ça a fonctionné. Hein, voilà. Moi, je voudrais simplement saluer le fait que l'engagement qu'avait pris Monsieur le Ministre de commander effectivement une étude sur la scolarisation des enfants allophones ait été tenu. Et effectivement, ce rapport qui vient de vous être rendu montre voilà, que les engagements que vous prenez, vous les tenez. Je voulais vous en remercier. Pas répondu, Monsieur le Ministre, sur la masse salariale qui court 2 fois plus vite que le nombre de postes. Alors, c'est vrai que là, c'est aussi parce que vous m'interrogez sur... On retombe à un niveau... Non, pas du tout. C'est une question très... En tout cas, je voudrais quand même simplement dire en 2 mots que je suis d'accord avec vos remarques sur ma réponse, c'est-à-dire que... Enfin, sur toutes vos remarques d'ailleurs, mais notamment les dernières, c'est-à-dire que une vision de la formation en continuum est une vision que je partage. Et donc cela suppose des logiques d'alternance finalement assez tôt dans le parcours. Ces logiques d'alternance peuvent arriver dès après le baccalauréat ou dès après la licence. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Même si à la fin cela peut signifier que quand même l'étudiant arrive depuis quelques années au niveau master. Sur la question de l'évolution de la masse salariale, c'est quelque chose qui est lié à la fois à la pyramide des âges de notre administration. C'est aussi lié à certaines mesures qui ont été prises, notamment depuis 2 ans, et qui ont consisté à certaines revalorisations de certains salaires. Merci. De certaines catégories. Je passe la parole au groupe, 2 minutes s'il vous plaît. Après, il y a toute une série d'orateurs. L'idée est de terminer donc vers 20h. Donc 2 minutes. Céline Calvez pour La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Alors pour le groupe La République En Marche, je voudrais saluer les travaux des rapporteurs et les réponses du ministre qui font que je dois supprimer le début de mon intervention. L'idée c'était de revenir effectivement sur l'attractivité du métier d'enseignant, sur les plafonds d'emploi et sur l'évolution de la masse salariale. Je crois qu'on a eu déjà des réponses en ce sens. Donc je vais passer plutôt à mon 2e point qui était pour faire écho aux avis de la Cour des comptes qui mettait des recommandations, notamment sur l'introduction des indicateurs de coûts par élève aux différents niveaux de formation dans les programmes et dès la présentation stratégique de la mission. Si on croise cette recommandation avec la recommandation numéro 6, qui était de renseigner les indicateurs, en particulier ceux relatifs à l'objectif prioritaire d'atteinte par les élèves des connaissances et compétences du socle commun, on peut aller plus loin dans une évaluation plus pertinente des utilisations des crédits de cette mission enseignement scolaire.
Ainsi, les indicateurs de coût par élève devraient être plus facilement disponibles et devraient pouvoir être mis en balance avec les progrès accomplis par les élèves. L'idée est de ne pas se contenter simplement d'une lecture budgétaire, mais de favoriser une évaluation de la pertinence des politiques publiques. Et je crois bien que c'est ce qui sous-tend ces commissions d'évaluation de politique publique d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, quelle pourrait être la place réservée à l'évaluation de leurs progrès et l'atteinte d'objectifs par les élèves eux-mêmes et comment ça peut se traduire au sein des travaux tels que celui-ci. Merci. Merci beaucoup. Pierre Cordier. Merci Monsieur le Président. Je souhaiterais interroger Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, sur le programme 163, Jeunesse et vie associative. La gestion 2017 a été marquée par la poursuite de la montée en charge du service civique qui peut être effectué dans 9 grands domaines, sachant que 87% des volontaires sont accueillis au sein d'associations. En 2015 et 2016, la Cour des comptes avait qualifié de chaotique la gestion budgétaire du service civique, justifiée par le caractère imprévu de cette montée en puissance. En 2017, on constate que les crédits votés en loi de finances initiale ont été une fois de plus délibérément sous-estimés par rapport aux besoins pour remplir les objectifs. 390 millions d'euros, tandis que l'atteinte de l'objectif théorique final nécessiterait 530 millions d'euros. Les ressources complémentaires ont été inscrites au fur et à mesure, 62,6 millions d'euros supplémentaires ouverts, en complément du dégel de la réserve pour 30,3 millions d'euros. En 2017, alors que la subvention initiale s'élevait à 390 millions d'euros, l'Agence du service civique estimait que l'atteinte des objectifs nécessiterait 136 millions d'euros de plus. Comme les autres années, les crédits complémentaires ont été alloués en cours d'exercice, mais leur montant définitif s'est finalement établi à 93 millions d'euros. En effet, le nombre de jeunes en service civique en 2017 a atteint 126 000 contre 150 000 théoriquement prévus. Ces crédits supplémentaires se révèlent systématiquement trop importants en fin d'année, ce qui nécessite des annulations en fin d'exercice. Cette gestion soulève finalement la question de la sincérité du budget. La Cour des comptes estime que pour satisfaire l'exigence d'une cible de 150 000 jeunes, le montant de la subvention pour charges de service public à inscrire chaque année au budget de l'État serait d'un peu plus de 530 millions d'euros. Or, si le projet de loi de finances pour 2018 confirme cet objectif de 100 000 services civiques, il n'y associe que 447 millions d'euros de crédit. Deux questions, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, une question sur la sincérité de la prévision budgétaire et du financement des services civiques. Et d'autre part, l'objectif de garantir un meilleur pilotage de la consommation des crédits en cours d'exercice. Je vous remercie. Sarah El Haïry. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de poser la deuxième question de mon groupe. Et donc, du coup, Monsieur le Ministre, ça va être passé, présent, futur, vu que maintenant, on va considérer que c'est une formule consacrée. Passé, simplement, considérant que les budgets du CEC n'ont pas été utilisés, est-ce que vous imaginez les maintenir et les basculer sur les années futures, parce que la plateforme opérationnelle n'est pas encore fonctionnelle. Présent, à quel point on peut accentuer l'évaluation de l'application de la clause d'impact jeunesse qui a été rappelée par le COJ, entre autres, et qui, je pense, est un très très bel outil pour avoir une politique jeunesse assez ambitieuse et puis globale. Et dans le cadre de la société de l'engagement et d'une société où le mécénat a pleinement son rôle, comment envisagez-vous, et encore une fois c'est une question future, donc évidemment en dehors de l'exercice budgétaire, les articulations entre différents programmes qui permettent finalement d'avoir une vraie politique jeunesse très forte et qui valorisent le service civique, les scouts, le volontariat, l'éducation populaire, parce qu'il y a énormément de richesses, il y a plein de trésors, et finalement comment encore plus les mettre en lumière, parce que je pense que fondamentalement ça sert cette société de l'engagement qui permet d'avoir une république plus forte, mais une république qui est inclusive pour tout le monde. Donc voilà, c'est une intervention en dehors de l'exercice budgétaire que j'assume pleinement. En dehors de l'évaluation, ça c'est vrai. Béatrice Descamps. Merci, Monsieur le Président. Ma question portait sur la transformation de contrats aidés en accompagnement des élèves en situation de handicap en AESH. Vous, Monsieur le rapporteur général, a abordé le sujet et Monsieur le Ministre, vous y avez répondu de façon très exhaustive. Aussi irais-je un peu plus rapidement et plus précisément
j'aurais voulu savoir, Monsieur le Ministre, si vous pouvez nous donner quelques informations, peut-être chiffrées, sur le recrutement direct d'AESH et nous dire si la progression du nombre d'AESH vous semble atteindre les objectifs de lutte contre les inégalités scolaires et la qualité d'accompagnement fixée pour la fin 2017. Et je me permettrai, puisqu'il me reste de temps du fait, de rebondir sur un de vos propos, Monsieur le Ministre. Si j'ai bien compris, les AESH, enfin, il faudrait, c'est actuellement 2 ans de pratique pour devenir AESH, ça passerait à 9 mois. Et je vous avoue que cela sauf erreur de ma part, donc j'avoue que cela m'inquiète un peu. Est-ce que ça se ferait automatiquement ou qui jugerait de l'opportunité à ce moment, effectivement, d'attribuer cette fonction d'AESH à cette personne? Merci. Merci beaucoup. Régis Juanico. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre des Sports, je voudrais vous parler de l'avenir du CNDS, puisque vous avez annoncé la mise en place d'une nouvelle agence du sport, dont une des missions sera le développement de la pratique sportive et qui a vocation à se substituer au CNDS. Et plus précisément, du financement et de l'avenir du financement par taxe affectée du CNDS, puisque vous savez que c'est essentiellement la fiscalité des jeux et la taxe Buffet qui permet au CNDS d'avoir des ressources financières. Que dit la note d'exécution budgétaire pour 2017? Le CNDS n'avait jamais eu autant de ressources financières, 270 millions d'euros, puisque nous avions, dans le PLF 2017, déplafonné pour 33 millions d'euros et donc obtenu ce résultat qui permettait de ne reverser au budget général de l'État, entre guillemets, que 88 millions d'euros contre 115 l'année d'avant. Mais j'avais déjà évoqué ce sujet. Pendant 5 ans, ce sont 450 millions d'euros qui sont allés au budget général de l'État et pas au financement du sport entre 2012 et 2017. Et puis le PLF 2018 est arrivé, patatras, plafonnement des taxes, moins 85 millions sur le prélèvement principal de la Française des Jeux, moins 25 millions sur le prélèvement exceptionnel qui a complètement disparu, pourtant c'était sur l'héritage Paris 2024, moins 10 millions sur le prélèvement sur les paris sportifs et moins 16 millions sur la taxe Buffet qui est pourtant le socle de la solidarité entre sport amateur et sport professionnel, soit 136 millions d'euros en moins pour le financement du sport, même s'il y a eu une rebudgétisation de 70 millions d'euros au ministère. Il y a eu 64 millions d'économies nettes pour le CNDS, qui s'est traduit par un mécontentement, on l'a vu sur le terrain, notamment des clubs. Sur la part territoriale, il y a eu entre 25 et 30% en moins sur nos territoires. Et sur certains territoires, ce qui est relativement choquant aussi, comme la Seine-Saint-Denis, moins 50% des crédits de la part territoriale. Donc ma question est simple, Madame la Ministre. Comptez-vous pour l'avenir, pour le CNDS ou pour une autre instance, déplafonner ces taxes pour retrouver un niveau de financement du sport pour tous correct? Et que ferez-vous du reste à charge du CNDS qui est de 226 millions d'euros fin 2018? Et donc, est-ce que ça sera la nouvelle structure de gouvernance du sport qui reprendra ces restes à payer? Merci. Sabine Rubin. Merci. Donc je ne vais pas revenir sur des éléments qui ont déjà été évoqués, notamment sur le coût par élève. Ceci dit, je trouve qu'il serait intéressant de pouvoir préciser le coût réel en fonction de la composition socio-économique des établissements, notamment le coût des élèves en critères REP ou REP+, par exemple. Je ne reviendrai pas non plus sur la transparence des données qui ont déjà été évoquées, ni sur le fait que certains indicateurs ne sont pas renseignés. Mais je vais attirer l'attention plutôt sur la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par les élèves. Donc sa publication dans le projet annuel de performance permet de développer l'information de la représentation nationale et du citoyen sur la performance de la mission. Cependant, il y a plusieurs constats qui méritent d'être soulignés. La maîtrise du socle commun doit être évaluée en fin de CE2, 6e et 3e, et seul l'indicateur relatif à l'atteinte du socle commun à la fin de la classe de 6e est retenu. Bon, pourquoi les deux autres ne sont pas retenus? Et nous souhaiterions savoir pourquoi ils ne sont pas renseignés et qu'est-ce que vous comptez faire pour renseigner ces indicateurs également importants.
Enfin, je voudrais pointer quelque chose sur la Seine-Saint-Denis. Le rapport sur l'évaluation de l'État en Seine-Saint-Denis soulève que les statistiques sont peu fiables en matière d'éducation. Dès lors, comment définir correctement une politique publique quand les statistiques ne sont pas si claires? Merci. Alors, si vous le voulez bien, comme on l'a fait pour les autres commissions, je vais donner la parole aux personnes inscrites individuellement, à hauteur d'à peu près 1 minute, et les ministres répondront. Donc François Cormier-Bouligeon. Madame la ministre des Sports, vous avez répondu avec beaucoup de précision aux questions posées sur l'exécution des crédits passés, je vous en remercie. J'aimerais vous poser pour ma part une question qui fait le lien entre cette politique passée et celle à venir. Vous portez une ambition forte que nous partageons, améliorer le sport de niveau tout en développant le sport pour tous. 3 millions de Français en plus en activité physique et sportive est en effet un bel objectif. Pour cela, il faudra lever des freins et proposer des actions innovantes. C'est l'objet d'une mission qui m'a été confiée par le Premier ministre et nous y reviendrons à la mi-octobre. Sans attendre, vous avez de votre côté lancé de nombreuses réflexions et concertation et annoncer une piste qui ne sera pas sans doute neutre quant à l'utilisation des finances publiques. Je veux parler de l'Agence du sport, qui serait chargée à la fois de la gestion du haut niveau, à la fois du développement du sport de masse. Pour ma part, ma religion n'est pas formée en la matière. Je sais que les acteurs du sport, notamment sur les territoires, sont en attente de précision. En termes de gouvernance partagée, nous voyons dans quelle direction vous souhaitez aller. Plusieurs de mes collègues ont évoqué les réorientations budgétaires effectuées dès le PLF 2018, notamment sur le CNDS. Vous proposez donc de franchir une nouvelle étape avec l'agence. J'aimerais que vous nous en disiez plus sur les améliorations attendues sur la politique menée au bénéfice du sport pour tous à travers cette future agence. Je vous remercie. Merci. Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors, ma question concerne le programme 140 et la mesure phare de la dernière rentrée scolaire, à savoir donc la priorité accordée à l'apprentissage de la lecture en REP+, pour les classes de CP. Donc 2500 classes cette année, 11 000 à terme. Et donc je voudrais dire que la maîtrise des savoirs fondamentaux à l'école primaire est évidemment essentielle sur l'ensemble du territoire français. Donc aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous nous dites que les départements ruraux ne sont pas oubliés, mais lorsque vous évoquez les moyens alloués qui sont distribués ou qui sont attribués, vous faites une confusion majeure. Ainsi, dans le département du Bas-Rhin, vous habillez Paul qui habite la campagne pour habiller Pierre qui habite la ville. Pour avoir 100% de réussite au CP, il faut que les enfants des petites communes rurales bénéficient de toutes leurs chances de réussite. Et incontestablement, les mesures de dédoublement pour l'apprentissage de la lecture sont profitables à l'éducation prioritaire. Quelles conséquences tirez-vous de ces premières évaluations ? Envisagez-vous la généralisation de ces mesures sur l'ensemble du territoire dans le cadre de plus d'autonomie laissée aux académies et aux établissements? Monsieur le Ministre, ce qui nous rassemble, c'est l'efficacité de l'action publique et la réussite de chaque élève. Avec le très haut débit qui arrive sur tous les territoires, il est nécessaire d'y maintenir un bon maillage du système éducatif, car efficacité rime avec proximité. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Bertrand Sort, vous vouliez reposer une question ? Merci, Monsieur le Président. Cette question, cette fois-ci, va s'adresser à Madame la Ministre des Sports. Elle concerne également les crédits du CNDS. Et lors du projet de loi de finances 2018, nous avions décidé et voté le transfert d'une partie de ces crédits précédemment alloués à l'accompagnement de l'investissement vers le ministère des Sports. Donc, ma question est de savoir si la notion d'appel à projet qui avait été évoquée a été mise en place, si aujourd'hui il y a un certain nombre d'appels à projets qui ont été recensés, et à ce titre, quel est le montant de consommation des crédits qui sont alloués à ce développement des infrastructures sur notre territoire français. Merci. Emmanuel Antoine. Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur l'effet sur les personnels enseignants du dédoublement des classes de CP en réseau d'éducation prioritaire. À la rentrée 2017, et ça a été rappelé par notre collègue Reiss, 2500 classes de CP ont été dédoublées en REP et 3500 supplémentaires le seront en REP à la rentrée 2018, sans compter les classes de CE1 en REP+. Vous avez fait le choix que les postes créés par ces dédoublements soient pourvus au moyen de redéploiement d'effectifs. Ainsi, si la mesure est à saluer, la réalité de sa mise en pratique nous inquiète. Elle nous inquiète parce que ces redéploiements se font au détriment des autres classes et s'avèrent profondément inégalitaires. En effet, le taux d'encadrement baisse partout ailleurs pour pouvoir augmenter en REP, peut-être exagérément. Pourtant, vous n'ignorez pas que 73% des 3,2 millions d'élèves issus des milieux défavorisés
étudient hors des réseaux d'éducation prioritaire, selon l'Observatoire des inégalités. Dès lors, lutter contre les inégalités ne revient pas à se limiter aux REP. Ce processus s'accompagne également de fermetures de classes et d'une hausse des effectifs en milieu rural et en école maternelle. Ainsi, ce sont les milieux ruraux, et nous en avons beaucoup parlé, qui sont pénalisés par l'évolution de la répartition des enseignants. Alors même que le président de la République avait promis en juillet qu'aucune classe ne fermerait en milieu rural, 17 ont été fermées dans le Lot, 19 en Vendée, 5 dans le Maine-et-Loire, 20 dans l'Indre, 13 dans le Cher, 9 dans le Cantal, et la liste est encore longue. Le SNU-IPP-FSU a recensé 816 fermetures contre 183 ouvertures. Alors, Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que la politique éducative doit être franchement rééquilibrée en faveur de ces espaces ruraux qui souffrent et qui, pour le moment, servent de variable d'ajustement au profit du reste du pays? Je vous remercie. Merci. Aurélien Pradier. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Ministre. Deux généralités et une question plus précise. Au rang des deux généralités, à la lecture du rapport de la Cour, on peut parfaitement comprendre et concevoir, nos parlementaires, que l'exécution budgétaire soit tendue. Après tout, c'est même pas tout à fait un défaut, puisqu'on pourrait se dire qu'il n'y a ni excès dans les prévisions, ni retrait. En revanche, j'ai plus d'inquiétude sur l'insincérité qui est pointée par la Cour. Il y a là manifestement dans la mission de contrôle parlementaire qui est la nôtre une exigence absolue. Il n'est pas acceptable, ni pour vous, ministre de la République, ni pour nous, élus de la Nation, que nous puissions encore avoir des observations de la Cour des comptes qui pointent une insincérité budgétaire. Ma question plus précise porte sur les AESH et les assistants d'éducation. Vous avez, Monsieur le Ministre, à de nombreuses reprises annoncé le fait que vous vouliez ancrer ces missions-là dans la pérennité. Je voudrais revenir d'un mot sur ce que vous évoquiez tout à l'heure. Les contrats aidés ne sont pas synonymes de sous-rémunération. Ils sont souvent aussi mal payés que les contractuels. Pas plus, pas moins. En revanche, ils ne sont pas pérennes et très instables. Aujourd'hui, l'essentiel de ces contrats ne sont pas dans les plafonds d'emploi. Quel est votre objectif? Les inclure dans les plafonds d'emploi ou pas? Créer un plafond d'emploi spécial ou pas? Mais en tous les cas, sur ce sujet, si vous voulez passer des paroles aux actes, il va falloir que les plafonds d'emploi le traduisent. Merci. Barbara Bessot-Ballot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports. Je suis là surtout suite au groupe d'études qu'on a eu cet après-midi justement au niveau du sport, où je venais mettre en exergue la pratique du sport en milieu rural avec nos tout petits clubs, où c'est l'antichambre quelquefois d'ailleurs d'une pratique de sport plus professionnelle. Et c'est vraiment des pratiques vertueuses aussi pour nos territoires qui sont vraiment essentielles, où il y a des bénévoles qui encadrent, alors les présidents du club jusqu'à ceux qui encadrent donc les enfants. Qu'est-il prévu pour eux? Ça fait de nombreuses années qu'on leur dit qu'il va y avoir aussi bien de la gratification par rapport aux retraites ou d'autres choses. Et je voudrais simplement mettre en parallèle nos sapeurs-pompiers volontaires qui sont présents jusque dans les milieux les plus ruraux, les plus retirés. Et grâce au fait qu'on ait indemnisé ces volontaires, donc ils sont passés de bénévoles à volontaires, alors on a pu remplir à nouveau nos casernes, leur demander des formations assez hauts d'ailleurs et garantir à la fois un niveau plus professionnel, plus garanti pour nos concitoyens, et aussi, de l'autre côté, que ça aille le plus loin possible dans nos territoires. Merci. Merci. Régis Genicot, vous vouliez reprendre la parole ou pas? Non mais tant mieux, hein, c'est une bonne nouvelle, tout le monde est favorable. Fabien Di Filippo. Merci, Président. Tout d'abord, sur la question du budget du ministère des Sports, Madame la Ministre, je vous avais annoncé dès l'automne, au moment de l'examen du budget 2018, de grandes difficultés liées au fait que le CNDS soit divisé par deux, avec 100 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros en moins pour le financement du sport pour tous, qui s'ajoutait notamment à la suppression de la réserve parlementaire et à bien d'autres choses. Et aujourd'hui, on constate effectivement, comme c'était annoncé, les très grandes inquiétudes des fédérations et des ligues régionales dans de nombreuses disciplines, avec des montants d'enveloppe du CNDS qui sont annoncés pour moins 30, moins 40, moins 50%.
et aussi la résignation des clubs, parce qu'il y a des conséquences très réelles en matière de CNDS. Les critères ont été resserrés, les dossiers complexifiés pour faire une sélection par le vide, et nos clubs se découragent. Quand je vous entends parler, j'entends que vous parlez des objectifs de 80 médailles aux Jeux Olympiques, qu'il faut financer, des moyens qu'il faut concentrer sur les quartiers prioritaires de la ville. Et là, je pense à nos territoires et à ce qu'il faudra faire à un moment donné pour redresser la barre, et le sport pour tous dans ce qu'il a de plus beau, c'est-à-dire les valeurs, l'éducation, le vivre ensemble, le dépassement de soi. Ce qui marque la vie d'un homme et ce qui marque une éducation par opposition aux Jeux Olympiques qui font certes de belles images pendant 15 jours, mais derrière qui nous laissent peut-être avec la gueule de bois. Et monsieur le ministre, simplement une question sur le fonds associatif. Vous avez parlé d'une répartition plus juste avec la suppression de la réserve parlementaire. Pour l'instant, effectivement, la répartition est répartie puisqu'il n'y a rien pour personne. Je voulais savoir quand on pourrait enfin avoir le décret qui nous permet de mettre en œuvre ce fonds. Et je voulais avoir votre avis sur le fait qu'il sera sans doute plus cher à mettre en place, qu'il y aura des fonds distribués avec dans nos territoires des réunions d'information, des référents, des commissions d'attribution et des communications par rapport à ce dossier. Merci. Sandra Motin qui vient de s'inscrire. Merci Monsieur le Président. Très rapidement, une question qui s'adresse presque à vous deux. Je me pose la question, notamment pour le sport, notamment le sport santé et le modèle associatif, d'un changement de modèle économique, tout simplement. On voit que les budgets baissent, on voit que l'État ne peut pas forcément tout. Et moi, j'ai des exemples à la fois d'acteurs de la prévoyance et de la prévention santé qui s'impliquent réellement aux côtés des associations sportives pour la question du sport santé, mais aussi qui s'impliquent aux côtés d'associations sportives sur nos territoires, et notamment dans mon territoire rural, pour continuer à promouvoir effectivement des valeurs qui finalement les mettent aussi eux en valeur au travers de leur mécénat. Et je voulais savoir quelles pouvaient être vos actions dans l'avenir pour favoriser justement ce mécénat sportif. Merci. Merci. Madame la Ministre, est-ce que vous souhaitez commencer? Oui, je vous en prie. Alors, je voudrais revenir et donner plus d'informations sur la gestion en fait par rapport aux subventions sur les ZRR et les petites communes. L'objectif du CNDS a été de remettre 50% du budget, et j'ai fixé en fait sur les territoires carencés aussi, et bien sûr sur les zones rurales dans une acceptation large. On a en 2018 été proche d'y arriver. Nous avons au niveau des crédits d'équipement 100% fléchés sur ces territoires carencés, quartiers prioritaires de la ville et ZRR. Un seul exemple, en 2017, pour l'enveloppe des petits équipements de proximité, on a en accompagnement de l'héritage 2024. Donc je ne dissocie pas la haute performance de la pratique pour tous, bien au contraire. 85% ont été ciblés sur les communes inférieures à 20 000 habitants, et la moitié de 500 équipements qui ont été financés par l'État via le CNDS a été concentrée sur les communes de 2 000 habitants, principalement celles des ZRR. Nous avons effectivement l'intention particulière de renforcer cette attention, et la cartographie effectivement sera à votre disposition. Pour le CNDS, pour le reste à payer, nous avons effectivement réengagé des discussions lors du PLF 2019 pour garantir de ne pas contraindre ni les emplois aidés ni les engagements en matière d'équipement. Par rapport au questionnement sur le CNDS, par rapport aux appels à projets, effectivement, un appel à projet a été lancé en avril dernier sur des équipements structurants nationaux à hauteur de 15 millions d'euros et un AMI pour les équipements sportifs de nouvelle génération. Au niveau national, en plus des 32 millions d'équipements du CNDS, je profite aussi de cette question pour rappeler que le fonctionnement de cette structure réside effectivement au CNDS et s'exprimera dans la gouvernance partagée que j'expliquais tout à l'heure. Nous avons lancé, comme je le disais, un travail, une création effectivement, et Monsieur Joannico, Monsieur Cormier, ce sera une réponse pour vous deux et pour le reste de la salle, c'est effectivement la création d'une agence du sport. Pendant plus de 60 ans, là, on a vu que la gouvernance du sport n'a pas, en fait, s'essoufflait.
tant sur la pratique sportive pour tous que pour la haute performance. De ce fait, j'ai engagé une concertation qui va durer 6 mois, qui se termine en juillet, avec l'idée de travailler tous ensemble sur toutes les thématiques autour de la transformation sur le plan de la gouvernance. L'idée, c'est d'avoir, d'ici à juillet, une gouvernance partagée avec la responsabilité des acteurs et la responsabilité répartie et surtout en complémentarité des acteurs. L'idée, c'est d'avoir une agence structurée sur 2 piliers. Un pilier qui travaille sur la haute performance et un pilier, donc ce pilier, j'ai missionné Claude Onesta pour aller chercher effectivement la haute performance. Nous allons organiser les Jeux. Forcément, il faut aussi que nous ayons des leaders et de la réussite sur ces 80 médailles. De l'autre côté, le pilier, c'est un pilier sur la haute performance. Le changement, et c'est plutôt une révolution, c'est de travailler avec toutes les collectivités territoriales. L'idée, c'est d'utiliser le périmètre de chacun en respectant, je dirais, les définitions, mais d'utiliser en fait une gouvernance partagée avec, à parité, 30, 30, 30 et 10% pour les acteurs économiques. L'idée, c'est de structurer une réflexion, je dirais, ensemble, de co-construction pour ne pas avoir encore aujourd'hui à lutter pour réaménager en fait des zones blanches, parce que nous avons aussi nos zones blanches du sport. Donc l'idée, c'est d'avoir cette articulation et l'État aussi devra travailler sur son mea culpa. On a fait une cartographie, nous avons cette ambition et en juillet sortira ces préconisations. Les travaux de mobilisation, en fait, de modélisation de l'agence va garantir en fait la cohérence, la vision nationale, la mutualisation de l'expertise et la coordination des acteurs. Là, encore une fois, l'objectif, c'est de travailler et d'avoir une réponse sur le territoire, sans oublier, je dirais, les Outre-mer. Ça fait 1 an qu'on travaille et je pense qu'on a mérité aussi d'avoir ce résultat sur le terrain. J'ai fait plus de 222 déplacements en local. Et effectivement, ça m'a permis aussi de voir, d'entendre et de définir aussi une réorientation de ce fait. Le ministère des Sports, via la direction des sports et le CNDS, ont replacé 5,6 millions gérés en direction des clubs pour les aider à financer et à continuer à pérenniser. En ce sens, et je vous rejoins... Madame, au fond de la salle. Effectivement, nous avons décidé de privilégier, je dirais, les transformations diplômantes. Donc, nous avons continué et nous avons un objectif clair sur le service civique de passer de 30 000 à 80 000 en 2024. Nous avons sécurisé nos emplois qualifiés et sportifs et l'idée, c'est de valoriser le bac pro du sport, les CFA du sport autour de l'animation. L'idée, c'est de valoriser ces 6 ans pour transformer et de pouvoir avoir 250 000 emplois directs et indirects pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques. L'idée, c'est d'utiliser et de valoriser aussi les bénévoles et les volontaires. Donc avec avec Muriel Pénicaud, nous travaillons en ce sens pour objectivement sécuriser le parcours de nos bénévoles. Merci. Vous avez fini. Sur le fléchage, sur le service, aujourd'hui on est à 30 000 gérés services civiques et l'objectif en 2020, d'ici à la fin du quinquennat, c'est avoir 80 000. Donc nous continuons à c'est à l'intérieur de l'enveloppe des 150 000 services civiques. Donc là, si je comprends bien la question. Donc c'est pas un coût supplémentaire, c'est simplement une proportion dédiée au sport plus importante. C'est-à-dire que dans notre budget, nous avons décidé de maintenir cette trajectoire et c'est vrai qu'avec les fédérations, ça fonctionne très bien. Donc nous allons continuer en ce sens. Vous avez terminé, Madame la Ministre ? Vous avez fini, Monsieur le Ministre ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je profite de l'occasion pour dire à quel point nous travaillons très bien avec ma collègue et à quel point le sujet, enfin, je veux dire par là, à quel point notre coopération est forte et à quel point
la question du sport scolaire doit évidemment progresser dans la perspective des JO de 2024. Et que donc, même si les JO, c'est un événement ponctuel, les effets structurels en amont et en aval sont évidemment recherchés. Et j'ai évidemment répondu présent chaque fois que la ministre a cherché à créer ces effets structurels en amont du système, et donc en l'occurrence dans le système éducatif. Et on vient par exemple de signer ensemble une convention avec la Fédération française de football qui est tout à fait typique de cette dynamique. Si je réponds donc aux différentes questions les unes après, dans l'ordre dans lequel elles ont été posées, d'abord sur les indicateurs de coûts par élève, les questions de Madame la députée Calves sur les indicateurs de coûts par élève, et qui me permet d'ailleurs de répondre au sujet des indicateurs que vous avez soulevé aussi, Madame la députée. Oui, c'est un problème de n'avoir eu qu'une partie des indicateurs remplis. Cela m'inspire plusieurs réflexions et engagements. D'abord, je ressens clairement le besoin d'arriver à une sorte de nouvelle étape de l'application de la LOLF. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui en réalité sont devenues un petit peu formelles dans la manière dont les documents sont remplis, et qu'aujourd'hui on doit chercher une forme d'authenticité des indicateurs et d'arriver à une sorte de nouvelle étape de ce point de vue-là. Donc oui, il est souhaitable, comme le demandait la députée Rubin aussi, que la maîtrise du socle telle qu'elle résulte d'évaluations en fin de CE2, en 6e et en 3e, soit réalisée. Ce qui nous permettra d'aller dans ce sens prochainement, c'est déjà les évaluations que nous sommes en train d'installer, qui sont les évaluations de début de CP, les évaluations de début de CE1, les évaluations de début de 6e. Ces évaluations pourraient nous être utiles pour mieux renseigner la représentation nationale sur le niveau réel des élèves. Et je rappelle qu'elles sont beaucoup plus objectivantes que ne le sont les indicateurs LOLF que vous pouvez avoir, qui reposent sur disons, l'agrégation d'évaluations réalisées à l'échelle de chaque établissement, d'une manière qui peut quand même un petit peu varier d'un établissement à l'autre et d'un élève à l'autre. Donc en termes d'authenticité et de fiabilité, nous faisons tout un travail avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale pour l'élaboration de nouvelles évaluations. Et je serais tout à fait ouvert pour un travail permettant de concevoir des évaluations en plus de celles que je viens de mentionner, qui viennent coïncider avec celles que le législateur avait prévues pour évaluer l'acquisition du socle commun. Il y a parfois des enjeux d'acceptabilité. Je me réjouirais que ces propositions viennent des différentes parties du spectre politique, parce que chaque fois que l'on propose une évaluation supplémentaire, il y a tout de même, il m'arrive d'entendre des protestations. Donc si c'était un sujet consensuel, j'en serais ravi. Et en tout cas, nous sommes engagés clairement dans cette qualité, authenticité des évaluations, et de façon effectivement à être dans une logique avec comme vertu, parmi d'autres, celle d'offrir un retour d'information beaucoup plus fiable pour la représentation nationale. C'est un sujet sur lequel on peut progresser sur environ 2 ou 3 ans au cours des prochaines années. La question donc du coût par élève peut s'inscrire dans ce cadre. Nous avons une idée claire du coût par élève à l'échelle nationale, ça c'est totalement défini, bien entendu. En revanche, le coût par élève à des échelles plus locales n'est pas toujours aussi précis que ça pourrait l'être, ce qui permettrait d'ailleurs peut-être de créer des surprises, si je pense à certains débats sur lesquels je vais revenir dans un instant, parce que le coût par élève n'est pas toujours celui que l'on croit. Ensuite, quand on parle de coût par élève, il faut distinguer aussi différentes choses entre les coûts d'investissement, les coûts liés aux ressources humaines et d'autres coûts. Et on arriverait là à des différences aussi certainement significatives. Et c'est vrai que nous pourrions devenir plus précis sur ces questions, mais nous avons quand même de premiers éléments. Sur les questions de monsieur le député Pierre Cordier sur la question donc du service civique et de la sincérité du budget en matière de service civique. Vous avez rappelé que la Cour des comptes avait dit que si l'objectif était de 150 000, c'était 530 millions d'euros qu'il fallait. Et vous avez rappelé qu'en 2017, c'était 390 millions d'euros qui avaient été budgétés et que c'est ce qui nous avait obligés à faire ce décret d'avance en juillet. Vous avez rappelé que nous avons budgété
447 millions en 2018. Donc votre interrogation est normale. J'ai commencé à répondre à cela tout à l'heure lorsque j'ai dit qu'il était difficile d'être certain qu'il y aurait 150 000 en fin d'année, mais pour être complet, il est exact que dans la mesure où 150 000 est le plafond que nous nous fixons sur un plan pluriannuel, c'est-à-dire aussi pour les années qui suivront 2018, la sincérité, vous pouvez être certain qu'il y aura une sincérité plus grande en 2018, une sincérité stabilisée, si je puis dire, plus forte en 2019. Mais encore au moment où je vous parle, l'objectif de rester dans l'enveloppe de 447 millions d'euros est possible. Ce sera lié au moment du recrutement des services civiques et à l'ampleur du recrutement des services civiques. En tout cas, nous restons volontaristes quant à ces recrutements parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs très importants derrière cela. Sur les questions de Madame la députée El Haïry, nous avons... donc je suis d'accord avec vous, enfin je suis d'accord avec vous quand vous êtes d'accord avec le COJ sur les questions... sur la question de l'impact, de la clause d'impact, puisque en effet la mise en œuvre de la mise en cause de la clause d'impact jeunesse mérite une réflexion peut-être plus approfondie, même si l'idée est intéressante. Donc nous y travaillons et nous pourrions y travailler avec vous dans les temps qui viennent. Sur le sexe, c'est en effet là aussi quelque chose qui finalement n'a pas été vraiment mis en œuvre et que nous pourrions cette fois-ci mettre en œuvre au cours des prochaines années. Sur la question de Madame la députée Béatrice Descamps, est-ce que nous avons donc quelle est la logique du recrutement des AESH? Donc, comme je commençais à le dire tout à l'heure, les conditions d'ancienneté sont passées de 2 ans à 9 mois, donc ce qui doit nous permettre de faciliter le recrutement, tout en ayant quand même un minimum d'expérience pour les personnes concernées. Il s'agit de contrats de 3 ans, renouvelables une fois, et donc qui sont quand même plus stables que les contrats aidés. Sur les questions de Madame la députée Rubin, j'ai commencé donc à y répondre sur les évaluations, et puis je crois qu'elle n'est plus là. Voilà. Donc ensuite sur les questions de Monsieur le député Rice, alors je voudrais évidemment coupler votre question avec l'autre question qui a été posée sur le même sujet. Vous avez été 2 à poser les questions sur la réalité. Alors je pense que vous avez parfois entendu déjà ma réponse, mais je vais la faire et d'une manière très constructive. Parce que je pense qu'il y a un vrai problème et qu'il y a un faux problème. Et que nous gagnerions beaucoup tous à bien regarder le vrai problème et ne pas nous distraire par le faux problème. Le vrai problème, c'est la baisse démographique en milieu rural, et qui est d'ailleurs aussi la baisse démographique de la France depuis environ 3 ans, 4 ans. Ça, c'est un véritable sujet. Nous pouvons le constater au travers des chiffres de l'éducation nationale. C'est entre 30 et 40 000 élèves en moins chaque année, donc 30 à 40 000 élèves enfants en moins pour des cohortes d'environ 750 000 à 800 000 enfants habituellement attendus en France. Donc c'est un sujet structurel auquel il faut évidemment porter attention. C'est un sujet auquel il faut d'autant plus porter attention qu'une bonne partie de ces 30 à 40 000 élèves en moins se trouve en effet en milieu rural. Donc là, oui, il y a un sujet considérable et qui suppose une stratégie de rebond pour la ruralité que nous devons avoir et qui, je pense, devrait être un sujet de consensus national et de stratégie nationale. Pour ce qui concerne l'éducation nationale, je suis tout à fait disposé, et plus que disposé, je suis volontariste pour être dans cette stratégie, c'est-à-dire contribuer par la vitalité de l'école rurale à créer des éléments d'attractivité en milieu rural. Donc c'est autour de cela que nous devons apporter de vraies solutions à un vrai problème. Et je l'ai dit très fortement, y compris dans des déplacements locaux, pour d'abord avoir pour chaque département rural, donc normalement 66 départements, un contrat de ruralité permettant d'avoir une vision pluriannuelle des sujets, dans une approche quantitative, mais encore plus dans une approche qualitative, créant cette attractivité dont nous avons besoin. Lorsque le président de la République s'est rendu dans une école de l'Orne pour le journal de 13 heures,
il a bien signifié l'importance de l'école rurale dans ce département éminemment rural, mais aussi il a montré une école qui marchait bien, une école qui attirait, qui faisait que des familles ne partaient pas, ou même que des familles s'installaient parce que toute une dynamique avait été trouvée pour cette école. C'est le type de stratégie que je pense vous souhaitez et que je souhaite aussi. Donc, je souhaiterais que nous puissions avoir une certaine unité autour de cet enjeu qui est un enjeu de long terme et pour lesquels on ne peut être que mobilisé. La manière de concevoir notre budget peut permettre de soutenir cette politique. Et donc c'est là que nous avons un désaccord, mais que je voudrais qu'on évacue un faux problème, parce que nous ne déshabillons pas le pierre rural pour le pôle urbain. Ça n'est pas la réalité. Pour les 3800 créations de postes donc, prévues pour la rentrée prochaine, environ 3000 à 3200, ça dépendra des ultimes ajustements, sont consacrés au dédoublement de classes de CP et de CE1. Donc ce sont des postes supplémentaires pour cette politique publique. Donc nous l'assumons totalement. Il reste donc environ 600 à 800 postes pour d'autres politiques publiques, et notamment la politique du soutien à la ruralité. C'est ce qui nous a permis de supprimer beaucoup moins de postes que ce que l'on aurait supprimé en temps ordinaire du fait de la démographie. C'est ce qui aboutit à pouvoir vous dire que pour votre département, comme pour n'importe quel département rural de France que vous me citerez, je vous répondrai que le taux d'encadrement s'améliore à la prochaine rentrée. Autrement dit, soit dans un département rural aujourd'hui, nous avons soit une petite baisse de postes liée alors qu'il y a un grand nombre d'élèves en moins, soit pas de suppression de postes, soit même parfois des créations de postes, alors même qu'il y a baisse d'élèves. Monsieur le député Di Filippo ne me démentira pas, nous avons eu ces discussions avec moins 1000 élèves par exemple en Moselle et 20 postes de créés dans ce département. Il y a donc... alors, après, mais si l'on faisait ensuite une... mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est le sujet que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire des baisses démographiques sur ce territoire qui doit être regardé de près, puisque c'est cela qui occasionne, lorsqu'il y en a des fermetures. Je rappelle aussi que nous devons tous faire une distinction entre fermeture de classe et fermeture d'école. La fermeture d'école peut être, je le sais bien et j'y suis aussi sensible que vous, un drame dans un village et peut conduire à un cercle vicieux de la dévitalisation. Une fermeture de classe, même si elle doit être regardée avec aussi beaucoup d'attention, est un constat qui est fait du nombre d'élèves et qui aboutit, qui ne doit pas être un raisonnement purement arithmétique. Et j'ai demandé aux inspecteurs de l'éducation nationale d'être très attentifs en milieu rural à une forme d'indulgence très forte sur ces questions, mais néanmoins, c'est le résultat d'un raisonnement transparent que tout le monde peut regarder. C'est aussi pour cela que les inspecteurs, jusqu'à la dernière minute, font des révisions. Et je voudrais aussi insister sur le fait que parfois, quelques mauvaises nouvelles sont annoncées, alors même qu'en réalité, les fermetures qui sont pointées n'auront pas lieu, parce qu'elles sont simplement liées à des calculs qui sont faits jusqu'à la dernière minute. Et en termes de gestion des finances publiques de l'État, dont vous me demandez de rendre compte aujourd'hui, je pense que vous m'accorderez que c'est normal. Donc c'est un sujet sur lequel nous ne devrions pas nous diviser, parce que je suis d'accord avec vous sur la priorité rurale. Notre budget 2018 démontre que nous en donnons les moyens, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un problème structurel que nous devons regarder en face pour avoir des stratégies adaptées. Et je ne pense pas que nous rendions un service que nous nous rendions un service en ne pointant pas le vrai problème et en déviant vers ce que j'ai appelé le faux problème. Parce qu'alors, en réalité, on accentue la désespérance au moment où on devrait donner le signal, au contraire, d'un volontarisme partagé par toutes les tendances politiques. Et j'ai noté que ça allait de la gauche à la droite, que ce volontarisme était souhaité de la gauche à la droite. Donc voilà ce que je voulais vous préciser sur ce point. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que nous avons voulu illustrer aussi tous ces derniers temps par des déplacements en milieu rural pour être attentif à chaque cas particulier. La question ensuite de monsieur le député Aurélien Pradier, je crois que c'était la dernière me concernant. Vous avez parlé donc de l'insincérité constatée par la Cour des comptes pour les années notamment jusqu'à 2016. Pour 2017, vous le savez, je pense que c'est un point fort de ce gouvernement
que dès le mois de juillet, d'avoir affronté cet enjeu de l'insincérité, d'avoir corrigé ce qui avait été possible. J'en ai donné l'illustration sur le service civique, on pourrait le donner sur d'autres points, et d'avoir fait toute une série d'efforts pour que la sincérité soit au rendez-vous en 2018. Nous pourrons reprendre cette discussion lorsqu'il y aura le bilan de 2018, mais je fais le pari que vous verrez beaucoup plus forte sincérité en 2018 qu'en 2017. Et ceci nous oblige d'ailleurs à des sacrifices, à un certain courage qui n'est pas toujours simple en termes de gestion, mais qui finalement permettra de répondre à la demande de la Cour des comptes et à votre demande, qui sont évidemment plus que normales. Est-ce que les contrats aidés doivent être inclus dans les plafonds d'emploi, avez-vous demandé? Alors, il y a on peut donner plusieurs interprétations à cette question. Si ça signifie que les contrats aidés en tant que tels devaient rentrer dans les plafonds d'emploi, la réponse est évidemment non. Si ça signifie que les conversions de contrats aidés que nous faisons en contrats d'AESH doivent entrer dans les plafonds d'emploi, alors la réponse peut être oui pour certaines catégories d'AESH. C'est ce qui a commencé à se passer, notamment ceux qui sont CDIsés parce qu'il reste plus de 6 ans. Et donc c'est un objectif sur la durée qu'on peut se fixer, mais qui est étroitement dépendant de ce que je répondais tout à l'heure à Madame la députée Descamps sur le fait de rechercher une sorte de réforme structurelle de l'accueil des élèves en situation de handicap, c'est-à-dire une réforme qui permettrait d'avoir des emplois gérés et conçus à partir de l'établissement, et aussi pouvant intervenir au-delà de l'établissement, c'est-à-dire sur l'ensemble de la journée de l'élève. Mais ce sont des évolutions structurelles très importantes qui ne sont pas pour tout de suite, mais qui, en effet, ouvrent un débat extrêmement important que nous pouvons avoir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Madame la ministre, pour vos réponses à l'ensemble de ces questions qui ont été nombreuses. Prochaine réunion de commission d'évaluation des politiques publiques ce soir à 21h30. Justement, on parlera de